Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un panel exceptionnel de docteurs en astronomie et en astrophysique jamais réunis en un même studio de radio. Cette opportunité unique est rendue possible grâce au soutien du CRAG, c'est le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, qui nous a permis de recevoir le docteur Yassine Damarji, directeur de recherche spécialisé en astronomie stellaire, le docteur Samir Neit-Amour, directeur de recherche spécialisé en météorologie de l'espace, en interaction soleil-terre et en études de l'ionosphère terrestre. Le docteur Lotfi Yilchouch, alors lui il est maître de recherche de classe A s'il vous plaît, spécialisé en physique solaire et en magnéto-hydrodynamique. Le docteur Emel Zaatri Chabou, maître de recherche de classe A aussi, spécialisé en héliosismologie. Et enfin, et non des moindres, le docteur Zinedine Bouyahyaoui, maître de recherche de classe B, spécialisé en magnéto-hydrodynamique et en détection des bolides. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Voie lactée cette fois, et c'est juste après ceci. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Chien 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et pour une fois, je suis super impressionné dans le studio du direct de Radio Alger 3 puisque je suis entouré de l'élite, de la crème en matière d'astronomie et d'astrophysique dans notre pays. C'est vraiment un grand honneur qu'ils nous font d'être présents dans le studio, n'est-ce pas Hatem? Oui, tout à fait. Nous avons une présence vraiment de qualité. Je dis bonsoir aux chers auditeurs et je suis persuadé qu'ils vont vraiment apprécier ces 2 heures avec nous. Alors, cette émission, évidemment, on la doit à nos amis du CRAG qui nous ont fait confiance et nous ont permis de recevoir les éminents docteurs que vous êtes. On va faire un rapide tour de table avant de plonger dans le cœur de la galaxie. On commence par vous, docteur Yassine Damarji. Vous êtes directeur de recherche, vous êtes spécialisé en astronomie stellaire et surtout on a fait le lycée ensemble. Oui. On va évacuer ça tout de suite. Bonjour Reda, au nom de tous les astronomes et astrophysiciens algériens, je vous remercie pour cette tribune. Donc oui, je suis docteur en astrophysique, DS physique USTHB, puis doctorat à Toulouse, postdoc en Belgique et au CRAG depuis 2012. Excellent. Voilà, je travaille en astronomie. On reviendra tout à l'heure. Avec une passion pour les étoiles doubles, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Très bien. À vos côtés, le docteur Lotfi Yilchouch. Alors vous êtes maître de recherche de classe A. Il faudra nous expliquer comment ça fonctionne. Et vous êtes surtout spécialisé en physique solaire et magnéto-hydrodynamique, tout un programme. Tout à fait, Reda. Merci pour votre invitation. Je remercie les auditeurs de votre chaîne. Et puis voilà, je salue tous les astronomes. Alors, c'est quoi la magnéto-hydrodynamique? Alors, la magnéto-hydrodynamique, c'est une branche de la physique des plasmas. Donc, en fait, c'est une spécialité qui est tout à fait adéquate pour étudier les étoiles, telles que le Soleil, par exemple, et autres phénomènes. Donc, voilà. On va en parler dans quelques minutes. À côté de vous, on a le docteur Zinedine Bouyahyaoui. Alors, vous êtes maître de recherche de classe B, Hagarok, hein. Oui. Franchement, c'est absolument scandaleux. Alors, vous êtes spécialisé en magnéto-hydrodynamique et détection des bolides. Voilà, donc je vous remercie d'abord Reda et les auditeurs de la chaîne 3. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, spécialiste dans la détection des bolides. Bon, les bolides, on en reviendra plus tard. Alors, c'est un objet céleste. Voilà, qui va traverser l'atmosphère terrestre. À haute vitesse. À très haute vitesse, d'où le nom, bien sûr. Et il y a 2 volets qui sont très intéressants dans la recherche scientifique concernant ces phénomènes, qu'on va expliquer tout à l'heure. Excellent. Alors, je me tourne tout de suite vers le docteur Samir Neit-Amour. Alors lui, il est directeur de recherche, spécialisé en météorologie de l'espace, en interaction soleil-terre et en étude de l'ionosphère. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie, monsieur Reda. C'est vrai, je suis Neit-Amour Samir, directeur de recherche au CRAG.
J'ai fait tout mon parcours ici en Algérie, à l'USTHB précisément. Très bien. Je travaille sur la météorologie de l'espace, qui s'intéresse sur l'effet de l'activité solaire sur l'environnement de la Terre. L'environnement de la Terre, il fait inclure la magnétosphère, l'ionosphère, le climat et d'autres thématiques qu'on va parler tout à l'heure sur le... Ça s'annonce passionnant en tout cas. Et enfin, et non des moindres, le docteur Amel Zaatri. Alors vous êtes maître de recherche de classe A et vous êtes spécialisé en héliosismologie. Je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. En effet, je suis chercheur au CRAG, donc je suis spécialisé en héliosismologie. Alors hélio, le soleil. Tout à fait, tout à fait, c'est bien vu. Donc sismologie, c'est plutôt un mot assez connu par le grand public. Hélio, ça vient du soleil. Parce donc, que le soleil, évidemment, n'est pas une masse tranquille qui ne bouge jamais. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est exactement ça. Donc, à travers cette spécialité, on essaye d'étudier, comme pour la sismologie, donc elle étudie la propagation des vibrations acoustiques donc à l'intérieur de la Terre pour essayer de comprendre un peu la structure de la Terre. L'héliosismologie fait la même chose pour le Soleil. Donc elle essaye de sonder l'intérieur du Soleil, chose que l'on ne peut pas observer donc, par les instruments communs de l'astronomie. On utilise ça comme outil de sondage de l'intérieur des étoiles, notamment le Soleil. Alors, Yassine, on va se tutoyer tout de suite. Un bref aperçu de la noble institution qui est la tienne, le CRAG. Donc, le CRAG, c'est un centre de recherche, un établissement public de recherche scientifique et technologique, EPST dans le jargon donc, administratif. C'est l'héritier de l'Observatoire d'Alger. Donc, il faut savoir que les Français, dès leur arrivée, ils s'intéressaient à l'astronomie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre, la guerre de domination maritime avec les Anglais. Absolument. Et donc, tout comme les musulmans se sont intéressés à l'astronomie pour les trucs de prière et tout, le Qibla, machin, c'était l'astrologie aussi à l'époque. Voilà, exactement. Et donc, les Français ont bâti un observatoire à Vieux-Kouba dès 1858. Puis, ils ont déménagé entre 1885 et 1890, fin des constructions à Bouzrea. Donc depuis, c'est l'Observatoire d'Alger, Tabouzrea. Il est devenu donc 1931 l'Institut de météorologie et de physique du globe en 1931. Et puis CNAG, donc Centre national en astronomie, astrophysique et géophysique en 1980, pardon. Et puis dès 1985, il est devenu donc EPST. Et c'est le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Excellent. Alors, une fois que nous avons présenté les acteurs et présenté notre thématique, on va attaquer la première partie. Docteur, où en est notre pays? Quid de l'Algérie et quid de la recherche en astronomie et en astrophysique? Ça a un fonctionnement, il me semble, assez particulier. Donc, permettez-moi de continuer un peu sur l'Obs d'Alger parce qu'il y a vraiment des bijoux à l'intérieur, des instruments. Dont le fameux télescope que vous m'aviez montré une fois lorsque j'étais venu vous voir. Voilà. Exactement. Donc, il y a plusieurs instruments vraiment en très bon état qu'on pourrait faire marcher très facilement. Donc, et vous m'aviez expliqué qu'il y avait, tu m'avais expliqué, je te vu le qadr. Tu m'avais expliqué qu'il y avait la copie du même télescope dans diverses villes partout sur le globe. Exactement. Donc ça, c'est le projet Carte du ciel. Carte du ciel, c'est le premier, ce qu'on appelle maintenant en astronomie, All Sky Survey. Donc c'est un relevé de tout le ciel. Or, avec les mêmes paramètres, la même précision. Exactement. Donc voilà, comme la Terre est sphérique, si on est à Alger, on ne peut pas voir la croix du Sud. Donc il faut se déplacer sur la Terre pour pouvoir voir les étoiles du Sud. Et d'où l'implication de 18 observatoires dans le projet Carte du ciel. Et Alger, l'observatoire d'Alger a été chargé d'observer une bande dans le ciel. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc pendant un an, si on observait le même endroit, on va observer une bande dans le ciel. D'accord. Et donc Alger était parmi les 18 et qui était parmi les plus productifs dans la Carte du ciel. Et il a terminé donc son implication en 1919. Puis donc les astronomes de l'Observatoire de Paris, donc c'est l'Observatoire de Paris était le meneur de ce projet. Hein. Et le catalogue a été publié en 1958. Voilà. Sinon il y a d'autres, il y a la lunette méridienne, la lunette coudée, le télescope de Foucault. Voilà. Donc
J'invite je crois qu'il y a mercredi à les portes, enfin il y a des visites il y a des portes ouvertes. Voilà, exactement. Donc les gens peuvent venir voir. En plus l'endroit est magnifique, c'est à Bouzerea, voilà. Magnifique, on est à 300 mètres à vol d'oiseau de la mer. Et puis les chercheurs adorent être dérangés et tout, donc allez-y, n'hésitez pas. Ouais, donc oui, un point important, désolé, j'ai oublié. Si vous regardez la liste des observatoires de l'Union astronomique internationale, l'Observatoire d'Alger est le numéro 8. C'est exceptionnel. Donc, ouais. Donc Greenwich numéro 0, puis il y a un truc, Rayleigh, je crois, numéro 2. Paris, je crois qu'il est 5. Alger, c'est 8. Pardon, comment on choisit le meilleur endroit où on installe l'observatoire c'est-à-dire chez nous déjà, en Algérie, est-ce qu'on a des zones où c'est vraiment intéressant c'est déjà le point le plus élevé, Bouzerea, réponse logique. Oui, les Français sont partis à Bouzerea parce que c'était le point le plus élevé d'Alger. D'accord. Maintenant, les critères ont évolué. Donc, il faut choisir plus haut parce qu'il y a moins d'humidité. Enfin, il faut choisir un endroit qui obstrue les lentilles. Il faut aussi étudier les trucs de vent, la spécialité de l'autre fait dans toutes les turbulences. Parce que s'il y a une montagne, par exemple, il y a le vent qui va taper sur la montagne, il va faire des trucs comme ça, et c'est très mauvais dans l'instrumentation en astronomie. Il faut s'éloigner de la lumière, la pollution lumineuse. Donc il y a plusieurs critères, et il y a des équipes de recherche comme ça pour étudier les meilleurs endroits pour observer. Il y a la sismologie du terrain aussi. Faut pas que... Parce qu'en fait, un télescope, une fois qu'il est calibré, il faut pas que ça bouge. D'accord. Donc si c'est un terrain sismique et à chaque fois on le pointe là, il donne là, c'est mauvais. Voilà. Très bien. Quel est l'état de la recherche en 2024 en Algérie? Explique-nous un peu le fonctionnement. Évidemment, les collègues sont invités à intervenir. Alors oui, donc l'astronomie et l'astrophysique, c'est un domaine déjà d'excellence. La majorité d'entre nous ici sont partis faire des doctorats là. Et on s'est rendu compte, même moi, c'est de l'élite. Vraiment l'élite du pays. Il y a des gens qui... Je collabore avec professeur Mignard là, de l'Observatoire de Nice. C'est l'école nationale de l'ENS de Paris. C'est Formule 1. Formule 1, monsieur. Voilà, donc c'est calcul, machin. Il te fait des calculs derrière Frasso. Tu dis, waouh, qu'est-ce que... Proxima du Centaure, 3e cadran, 2 têtes. Voilà, donc, et il faut savoir, donc, pour publier dans l'astronomie, c'est une concurrence mondiale. D'où maintenant le fait que les chercheurs en astronomie se mettent en équipe internationale ou ce qu'on appelle maintenant des consortiums. Consortium, en fait, il y a le meilleur exemple, c'est l'Agence spatiale européenne. Les Algériens, ils font NASA. Il faut savoir qu'il y a un énorme concurrent qui s'appelle l'Agence spatiale européenne. Et pourquoi Agence spatiale européenne? Parce que pour envoyer un truc dans l'espace, il faut de l'argent fou. Il faut des sommes faramineuses. Et ils se mettent en groupe pour y arriver. Donc chacun met un peu pour pouvoir... voilà. Je fais souvent des missions dans le bassin toulousain. On voit que l'astronomie, c'est vraiment... Enfin, Toulouse, c'est un exemple parfait pour moi. Qui est l'heure après à 5 heures, tu vas dans le métro, les gens sortent, comme les startups et tout. C'est magnifique, voilà. Bon, ouais. Quel est le background dont on a besoin justement pour faire ces recherches? Est-ce que c'est des mathématiques? Est-ce que c'est de la physique? Alors oui, donc la majorité on est physiciens là. Mais c'est pas le cas ailleurs. Qui m'a aidé, professeur Mignard, il est l'ENS, il n'a pas fait physique au départ, donc c'est surtout des mathématiciens, des physiciens. Voilà. Amel veut prendre la parole peut-être. Oui, docteur Tfadli. Je voudrais juste insister sur ce point. En fait, l'astronomie, c'est carrément une science pluridisciplinaire. On peut donc être astronome en étant informaticien, en étant physicien, en étant mathématicien, en étant biologiste aussi. Ah. Donc c'est carrément une science pluridisciplinaire qui fait appel à énormément de spécialités. Et c'est ça qui fait sa richesse d'ailleurs. Et question un peu plus personnelle, c'est un rêve d'enfant autour de la table ou vous êtes arrivé à ça par hasard? Oui. C'était carrément un rêve d'enfant. Hein. Je me rappelle que j'avais 12-13 ans. C'était donc lors d'une nuit où on avait annoncé une éclipse lunaire.
Et là, je suis restée, c'était dans les années 93, hein, donc il y avait le froid de la nuit, mais il y avait aussi le froid de la peur. Du couvre-feu. Voilà, donc j'avais, enfin, chez mes grands-parents, il y avait une grande terrasse qui était ouverte sur le Durdura, d'ailleurs, c'était un panorama extraordinaire. Et là, je suis restée, du premier contact jusqu'au dernier, 3-4 heures à contempler donc cette éclipse lunaire jusqu'à la fin, avec toute la peur que je ressentais en tant qu'enfant. Il y avait aussi la fameuse comète Albop qui nous, on avait l'impression qu'elle nous regardait. Là, c'était impressionnant. C'est des images qui marquent effectivement. Après chaque coucher du soleil, elle était là devant nous à nous voir ou à la voir, je ne sais pas, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai toujours été impressionnée par le firmament. Voilà. Même question, professeur Bouyahiaoui. Oui, qui d'entre nous n'a pas regardé le ciel la nuit et voir des étoiles filantes qui passent? Donc ça nous a toujours fascinés et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de... Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Voilà, c'est la question qu'on se demande d'ailleurs toujours. L'espace... C'est le slogan de Star Trek, hein. Oui. Frontière de l'infini. Voilà, mais c'est la question qui réside en chacun de nous, je pense. Même question, professeur Hills. Reda, vous avez parlé de Star Trek et tout. Donc, en fait, on tombe dedans, l'astronomie. Qui était diffusé à l'ENTV, sur l'ENTV, les années 80, justement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça attise la curiosité de beaucoup de gens, j'imagine. Et puis, quand on regarde le ciel et quand on est enfant, on voit des petits satellites en train de passer, ou on voit des choses... ou des étoiles filantes, par exemple. Et ça nous motive et puis ça nous capte dans ce domaine pour la vie, quoi. Pour la vie. C'est un virus. En vous écoutant, on comprend qu'il y a de la passion, il y a de... Est-ce que aussi, on peut aussi voir s'il y a des retombées sur notre vie, de cette science? Ou bien c'est juste, c'est l'être humain qui veut découvrir... Allez, c'est pour vous, docteur Hills. Alors, c'est-à-dire que la poésie, c'est beau, oui. Mais au final, pour le citoyen algérien qui nous écoute, ça change quoi à son quotidien? Tout à fait, ça rend son quotidien plus beau, déjà. En fait, l'astronomie, c'est une science qui a servi à tirer l'humanité vers l'avant, en fait. Donc, depuis la nuit des temps, en fait, les astronomes sont là pour déterminer des choses utiles à l'humain. Donc, par exemple, le Mawaqit Salat... un exemple pour nous, pour les musulmans. En fait, les calculs de mathématiques ont été en partie développés grâce à des besoins qu'on avait en astronomie. La navigation, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a énormément de retombées, en fait. C'est pour ça qu'il y a un engouement mondial, pas nécessairement algérien, mais un engouement mondial vers l'astronomie et l'astrophysique. Donc, comprendre ce qu'il y a au-delà nous permet de comprendre des choses qui se passent chez nous. Et d'ailleurs, il y a énormément de retombées technologiques en fait, à travers les missions qui ont existé dans le XXe siècle et le XXIe. Donc on a un exemple typique, c'est la caméra que vous avez dans votre téléphone, la CCD. En fait, c'est un peu grâce à l'astronomie que cet instrument a été... Effectivement, ça avait été d'abord développé pour observer le firmament. Et après, des industriels sont venus pour faire des... Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a même l'anecdote, je pense, du lait maternel recomposé. Ah, racontez-nous ça, tout un programme. Peut-être que Yacine saura plus. C'était pendant un programme de la NASA, voilà. Les retombées, quand on voit comme j'ai dit tout à l'heure, les startups, pour fabriquer, par exemple, je vais parler tout à l'heure de Gaïa, l'architecture pour que ça soit solide, les fibres de carbone, les nanotechnologies, c'est énorme. Un booster technologique et économique énorme. Un booster économique considérable. Vas-y. Docteur Zatri. Si vous permettez, moi je pense que l'astronomie est là pour carrément mener l'intelligence humaine à ses frontières les plus lointaines. Parce que là, en tant qu'être humain, déjà avoir pu s'apercevoir que l'on est dans un univers extraordinaire, que l'on est tout petit sur Terre et que l'on n'est qu'une petite planète dans un système solaire qui, lui, est dans une grande galaxie. Ça remet en perspective, la galaxie elle-même est dans un ensemble de galaxies et l'ensemble de galaxies est dans un ensemble d'autres amas, etc. Donc, moi, je pense que c'est carrément... on ne peut pas exister sans faire honneur à cette intelligence dont on est muni, et c'est extraordinaire. Très très belle réponse, très très poétique. Allez, l'Algérie, où est-ce qu'on en est? Sans langue de bois, messieurs.
Là, permettez-moi de lire parce que je vais oublier des copains. Ils vont, vont m'en vouloir après. Donc, au CRAG, on est à peu près 26 membres divisés en deux. En 2 divisions, tu m'avais dit. 2 hier. divisions, voilà. Une division, c'est 4 équipes de recherche. Et donc, on est à peu près 26. Mais en fait, il y en a des astronomes un peu partout en Algérie. Annaba, Béja et Amsi, là, Tout à l'école fait. doctorale de Constantine qui est très connue et qui fait aussi des choses formidables. Ah oui, donc ça c'était initié par le professeur Jamal Mimouni qu'on salue, avec feu professeur Mebarki qui est décédé maintenant. Donc ça a formé des docteurs en cosmologie, parce que c'était en fait lié à un master en physique théorique. On va en parler en deuxième Oui, partie de parce qu'en l'émission. fait, physique théorique, physique des particules se rejoignent avec l'astrophysique dans les hautes énergies, donc c'est très lié. À Babzouar, il y a le professeur Wishawi, donc qui fait de l'astrophysique nucléaire dans les étoiles. On va parler donc la nucléosynthèse tout à l'heure. On a collaboré avec l'université Khmis Meliana. Donc Samir a encadré une docteure Fthiya, donc Kerash à Khmis Meliana. Il y a le professeur Atallah qui a fait un travail formidable aussi à Annaba. Il a formé 6 docteurs en astroparticules. Alors c'est quoi Astroparticules, C'est quoi la différence c'est avec les autres particules spécialités qui viennent de l'espace. Ah, d'accord. De Et manière générale. lui, il est membre d'un projet qui s'appelle KM3net. Donc, c'est pour la détection des neutrinos. Ok. Donc, voilà. En fait, on va parler parce qu'en fait, en astronomie, ça a commencé par les photons, c'est-à-dire la lumière. Donc, c'était le messager principal. Mais maintenant, donc il y a le nouveau messenger, ce qu'on appelle le nouveau messager, et il y a les neutrinos et les ondes gravitationnelles qui sont maintenant le top aussi en recherche. Et monsieur donc Atallah il travaille sur les neutrinos. Il y a aussi des Algériens qui brillent à l'étranger. Oui, on peut citer Nabila Aranim, donc qui a fait USTHB et qui était la ponte de la mission Planck, donc mission de l'ESA. Donc Planck, c'était pour mesurer le rayonnement, le fond cosmologique, là, le rayonnement après Big Bang. Il y a Wahid Agasti qui a fait la mission Bepi Colombo. Il y a Abdelrahman Zorbi à la NASA. Donc, ils travaillent avec Siham Kalia, donc à Msila, et qui publient ensemble. Et dernièrement, il y a eu un papier où il y avait l'université de Msila, puis la NASA. Donc, on salue ça. C'est classe. Hein, voilà, donc Zorbi, c'était un petit génie. Il est parti juste après le bac. Mais il a fait Cambridge, donc en Angleterre. Puis maintenant, il est à la NASA. Il y a Zakaria Miliani, une Formule 1 de la simulation MHD, donc il travaille avec Lotfi et donc Zino. Il y a le professeur Melikchi qu'on connaît beaucoup, donc il est spécialiste des lasers. Il est maintenant affilié à un labo qui collabore avec la NASA. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais comment ça se fait, et c'est un peu le but de cette émission, mais comment ça se fait qu'il y ait des chercheurs aussi formidables qui font des trucs aussi extraordinaires et qu'on entende si peu parler? Ah, qui se dévoue pour répondre? Allez, ça va être à vous, docteur Naït Armour. J'ai bien senti le soupir de lassitude et de fatigue. Il faut savoir que pour être astronome ou astrophysicien, il faut qu'il y ait une formation, ne serait-ce pour le master et ensuite le doctorat, si ce n'est pas la graduation. Le problème, c'est que en Algérie, on ne trouve pas. Donc il y a uniquement les formations de base, de physique comme ça. Donc sauf si quelqu'un il a déjà fait par exemple physique des plasmas ou bien mécanique des fluides, il des peut spécialités annexes, il peut s'adapter. et qu'il peut s'adapter pour faire l'astrophysique ou bien l'astronomie. Mais il y a une bonne nouvelle que vous allez nous annoncer tout à l'heure, hein, on en parlera en deuxième partie de l'émission, ça commence à bouger doucement, mais sûrement, selon la formule consacrée. Ouais, allez, on va commencer par faire un peu de vulgarisation. On s'intéresse tout d'abord, et c'est tout un programme, aux tempêtes solaires. Qui s'y colle? Qu'est-ce qu'une tempête solaire? Et parle-nous de ces fameux instruments, hein, comment ça fonctionne, et surtout c'est quoi le gong? Voilà. C'est vrai que dit comme ça, la question est bizarre. Fadal. Bon, pour la tempête solaire, c'est... Bon, on connaît tous que... Bon, pas tous, mais les astrophysiciens et les astronomes, ils connaissent que le Soleil est une étoile ionisée. Donc, il y a des particules chargées
il y a aussi le champ magnétique. Donc, sous certaines conditions, le Soleil peut émettre non seulement de la lumière, mais des particules chargées. D'accord. Qui transportent avec elles le champ magnétique. Et donc, une fois arrivé au niveau du Soleil, donc cette tempête solaire, puisqu'elle est magnétisée et que la Terre aussi, elle possède son propre champ magnétique. Donc, sous certaines conditions, bien sûr, il peut y avoir une reconnexion entre les deux champs magnétiques. Ça peut être puissant à ce point. Hein? Oui, parce que l'éruption solaire, elle éjecte un champ magnétique qui est d'origine solaire, qui est emmagasiné dans les boucles magnétiques. D'accord. Et donc, une boucle magnétique, elle possède un champ magnétique plus intense que le champ magnétique de la surface du Soleil. En arrivant sur Terre, et une fois la reconnexion se fait, c'est connu que les particules du Soleil pénètrent dans l'atmosphère, ils sont piégés dans les lignes de champ magnétique et ça cause ce qu'on appelle les perturbations géomagnétiques au niveau de la Terre. Dans les régions polaires, il y a les aurores boréales. C'est des fameuses émissions de la lumière suite à la collision des particules du Soleil avec les molécules qui constituent l'atmosphère neutre. Alors ça me permet de m'adresser aux complotistes de TikTok. Une aurore boréale, c'est ça en fait. C'est ça l'explication. C'est pas des djinns qui font la fiesta ou autre. Voilà l'explication scientifique. Non, c'est sûr, c'est une collision entre particules. Donc, une particule qui a une énergie, qui rentre en collision avec une particule soi-disant stationnaire, la molécule elle va être excitée. Et donc, la désexcitation, qui veut dire le retour à l'état d'équilibre, émet de la lumière. Parfois, on la voit en couleur rouge, verte, bleue, voilà. Selon la composition et la hauteur à laquelle la collision a été faite. On dit qu'il y a influence sur les équipements, par exemple les satellites. Oui, bien sûr. Justement, jusqu'à quel degré peut être cette influence et qu'est-ce qu'il faut pour s'y protéger? Bon, pour le problème des effets des éruptions solaires ou bien l'éjection de masse coronale solaire sur l'environnement de la Terre, eh ben, on peut citer une multitude de problèmes. Commençons d'abord par l'effet sur les communications. Premièrement, c'est les communications. Pourquoi? Parce que les communications, ça propage entre l'ionosphère et la Terre. Et donc, si l'ionosphère elle est perturbée, donc automatiquement le guide d'onde il est modifié et donc la réception elle est automatiquement perdue. Donc ça c'est la première partie. La deuxième, si par exemple pour le cas des satellites, les particules chargées peuvent pénétrer dans les composants électroniques du satellite et donc elle va en quelque sorte endommager les composants électriques, le circuit électrique et donc automatiquement le satellite ne fonctionnerait plus. Et la santé? Est-ce qu'il y a des effets sur la santé? Je pense que plein de nos auditeurs se posent cette question. Pour le moment, aucune étude ne corrobore ça. Pour le moment, il n'y a pas d'étude qui confirme qu'il y a un effet sur la santé. Voilà. Sauf que, dans le cas d'une éruption solaire, parce que ça précède l'éjection de la particule. Donc l'éruption solaire, d'abord, ça commence par un dégagement de rayonnement ultraviolet et X. Donc ce qui arrive sur Terre avant les particules chargées, c'est ce rayonnement. Et donc l'ultraviolet, il peut pénétrer plus bas en altitude, au niveau du sol. Et donc, c'est ce dosage qui peut être affecté au moins Mais on dit aussi que les astronautes, quand ils sortent de leur capsule, ça devient un risque aussi. Il y a un risque pour les astronautes quand ils ont des missions à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des particules chargées qui sont énergétiques et donc ces particules elles sont cancérigènes.
Donc ça peut affecter la santé des astronautes. Donc quand il y a une éruption solaire, ils reçoivent une alerte pour se protéger dans des chambres bien blindées. Donc j'aimerais juste compléter sur le phénomène d'aurore boréale avant de rebondir sur l'héliosismologie. En fait, il faut savoir que les aurores boréales sont observées continuellement. Donc pas seulement lorsqu'il y a éruption solaire. Donc les gens du Nord connaissent très très bien le phénomène, sauf que on appelle ça d'ailleurs les aurores boréales ou australes. Donc on appelle ça boréal parce qu'on est un peu dans l'hémisphère nord, donc on a plus tendance à dire boréal. Mais il y a aussi bien sûr les aurores australes au niveau de l'hémisphère sud. Donc ce phénomène est récurrent. Il est, je dirais pas continu, mais les gens qui habitent les régions polaires ont tendance à voir ça continuellement. Bien sûr, il faut qu'il y ait assez d'obscurité pour pouvoir l'observer. Donc, très souvent, c'est au nord, c'est dans les périodes d'hiver assez prolongées. Et justement, ces aurores boréales ont pour origine le vent solaire qui, lui, dépend de l'activité du Soleil. Le Soleil a une activité. Il est actif, oui. C'est carrément une étoile vivante, si vous voulez, oui. Donc, il passe par des périodes calmes et par des périodes, donc, ce qu'on appelle des périodes actives, quand il y a ce genre d'éruption, comme celle qui a eu lieu le 10 mai dernier. Elle était impressionnante. Donc, le vent solaire est continu. En fait, le Soleil ne nous envoie pas que ses photons, qui... Heureusement que l'on a justement notre atmosphère terrestre qui nous préserve des rayonnements dangereux. Donc on ne reçoit que plus ou moins les bons... Des doses acceptables. Voilà. Oui, il nous envoie en permanence aussi des particules chargées. Seulement, ces particules chargées, justement, elles ont des énergies différentes compte tenu de l'activité du Soleil. Quand le Soleil est calme, le vent solaire est plutôt calme. Donc on parle de vent solaire au continu et c'est ce vent solaire-là qui va donc former ces aurores boréales au continu. Seulement, ils sont donc un peu plus impressionnants et ils peuvent atteindre justement des latitudes assez basses lorsque l'activité solaire est importante suite à une éruption solaire, par exemple. Docteur Ilessian, je voulais intervenir et je vous redonne la parole pour nous parler de simulation. En fait, vu que le Soleil est là depuis des milliards d'années et que la vie est là aussi depuis un bon bout de temps, donc on se doute que les éruptions solaires ne perturbent pas de façon létale la vie sur Terre, en fait. Donc l'énergie qui est mise en cause est proportionnelle bien sûr quand l'éruption est importante, mais notre atmosphère en fait nous protège, heureusement d'ailleurs. Et donc le champ magnétique aussi qui entoure la Terre, la magnétosphère nous protège, donc pour que les gens dorment tranquilles, je dis ça. Donc, de toute façon, on va tous mourir de cette manière. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà. Si je pourrais enchaîner sur la modélisation, en fait, j'ai préparé une petite rubrique qui s'appelle le Soleil en chiffres. Donc le Soleil, c'est le coupable. Donc le Soleil en chiffres. Donc le Soleil est une masse de gaz, donc très chaud, donc il est ionisé, qu'on appelle un plasma. Mm-hmm. Donc il est au centre de notre système solaire. Il a une masse qui est 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Donc il comporte 99,86% de la masse du système solaire, donc c'est un corps énorme. Il a un diamètre de 109 fois celui de la Terre, donc il est énorme. Donc la température du cœur du Soleil, comme c'est un réacteur nucléaire, la température du cœur, elle est d'à peu près 16 millions de degrés. La température de surface, la surface visible, elle est d'à peu près 6000 degrés. Donc ensuite, il y a l'atmosphère solaire qui ensuite est chauffée jusqu'à plusieurs millions de degrés, qui est une énorme question physique, on ne sait toujours pas comment. Et donc, si je continue sur C'est bien d'avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Voilà. C'est ça même l'essence de la recherche. Voilà. L'énergie donc générée chaque seconde, donc le réacteur nucléaire qui est au cœur de l'étoile, de notre étoile solaire, donc il consomme à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Donc vous allez vous poser la question, voilà, est-ce qu'on a assez de fuel? Oui. Le Soleil est tellement grand qu'on a du fuel pour plusieurs milliards d'années, donc on peut être tranquille.
Voilà. Et aussi, donc, à la surface du Soleil, donc, on voit des taches, ce qu'on appelle des taches solaires, des zones un peu plus sombres. Et tout à l'heure, le professeur Damerji va nous parler d'un exercice en direction des petits-enfants, de manière à pouvoir voir les fameuses taches en question. Oui. Voilà. Et donc les taches solaires, en fait, ont un diamètre à peu près de la taille de la Terre, un peu plus, un peu moins. Et donc c'est une manifestation du champ magnétique. Donc le champ magnétique, c'est une quantité clé pour le Soleil. Donc ça explique les éruptions, la dynamique qu'il y a, donc, et l'activité solaire. Donc ce champ magnétique est tellement intense, donc imaginez qu'il est comparable à celui d'un appareil IRM. Donc si vous portez une montre dans un IRM, vous allez voir que c'est pas l'idéal parce que la montre va être collée donc à la paroi de l'IRM, et donc c'est un IRM de la taille de la Terre. Donc c'est énorme. Donc ce champ magnétique quand il va se reconfigurer, donc à cause de la dynamique qu'il y a, parfois de temps en temps, il va générer des éruptions solaires dont mes collègues ont parlé. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que on peut pas aller sur le Soleil, mais on l'étudie de loin. Ça, c'est une blague belge. On peut y aller, mais la nuit. La nuit, voilà. Donc, comment on peut avoir toutes ces informations-là et peut-être d'autres sans s'y rendre, Une réponse qui m'est directement adressée. Donc ça c'est le point suivant, tout à fait. Oui. Vas-y, Amal. Carrément une question qui m'est directement adressée, si vous permettez, parce que justement l'héliosismologie a pour mission la compréhension de la structure et de la dynamique interne du Soleil. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les observations astronomiques ne permettent pas de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur même du Soleil, pour rester sur le Soleil. Et l'héliosismologie, justement, est une relativement nouvelle discipline en physique solaire qui nous permet en quelque sorte de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Soleil en suivant des ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur de notre étoile dans des cavités de différents rayons. Et c'est une radio du Soleil, en fait, vous pouvez imaginer le Soleil comme un instrument de musique que vous perturberez, donc un tambour, pourquoi pas. Donc je fais carrément, je donne un coup sur mon tambour, et qu'est-ce qui se passe à cette perturbation que je donne? Donc à l'intérieur, ça va résonner compte tenu, donc le retour, le son que je vais entendre va dépendre de la forme du tambour et de la matière. Donc c'est plus un sonar en fait qu'une radio. De la matière qui le constitue. C'est exactement le même principe pour les ondes sonores qui se propagent à l'intérieur du Soleil. Elles vont m'informer sur donc la structure même de cette étoile et sur la dynamique qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu nos messagers. Les ondes acoustiques sont les messagers des scientifiques pour comprendre ce qui se passe. L'héliosismologie nous a permis de répondre à énormément de questions en physique solaire. L'une d'elles, par exemple, Yacine avait parlé des neutrinos tout à l'heure. C'est un point très important qui avait été justement, en quelque sorte, c'était une des grandes énigmes de la physique solaire dans les années, disons, 80-90, où l'on n'arrivait pas à concorder le taux de neutrinos théorique que l'on calculait avec nos calculs avec le taux de neutrinos que l'on observait via justement les détecteurs qui sont sur Terre. Et on s'était justement longtemps posé la question et on avait culpabilisé les modèles solaires en disant que voilà, il manque certainement un mécanisme que l'on ne prend pas en considération, ou il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que l'on éventuellement que l'on omet ou que l'on fait mal. Et avec l'avènement de l'héliosismologie, avec les millions de modes propres donc qui résonnent à l'intérieur du Soleil, on a pu contraindre ce modèle solaire et on a dit attendez, mais là il y a beaucoup de contraintes qui nous disent que voilà le modèle solaire n'est pas la cause de cette discordance.
Et par la suite, donc les gens de la physique des particules ont essayé de creuser davantage dans la question et ils ont compris que ces neutrinos ont ce qu'on appelle des oscillations. Donc ils passent par nous dans le jargon donc astronomique, on parle de flavors. Donc il y a des neutrinos muoniques, électroniques, tauiques, etc. Et nos détecteurs sur Terre ne sont sensibles qu'à un certain nombre donc les autres étaient invisibles de neutrinos, voilà, tout à fait. Et cette discordance justement vient de cette différence de neutrinos. Passionnant. Et vous parliez aussi de reproduire justement ce qui se passe dans le Soleil sous forme de simulation. On le fait comment? Alors, pour l'héliosismologie, on prend les fréquences, donc ces fréquences sonores que l'on arrive à observer justement à la surface. C'est carrément la signature de ces ondes au niveau de la photosphère. En fait, comment on les observe, c'est carrément des petits changements de luminosité ou de vitesse qui nous permettent d'avoir un spectre donc des fréquences acoustiques qui est centré ou qui donne une amplitude maximale sur environ 3 milliards, ce qui correspond à 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire les oscillations de 5 minutes. Ces oscillations donc, vont être soit comparées à celles donc, mesurées par le modèle pour essayer de le valider. C'est ce qu'on appelle donc, carrément donc, le modèle direct. Sinon, on fait carrément une petite sauce, je dirais, de mathématiques pour essayer d'inverser, parce que les fréquences sont directement liées, comme je vous l'ai expliqué, à la structure et à la dynamique du Soleil. On relie nos fréquences à quelques paramètres qui sont notamment la pression, la densité, la vitesse du son, etc. C'est une émulation en informatique. Voilà. Tout à fait. Et donc on essaye de retrouver ces paramètres physiques à partir du calcul de nos oscillations. Donc, entre autres, je peux vous citer les grandes trouvailles de l'héliosismologie dans ce cadre. L'une des grandes trouvailles, c'est la vitesse de rotation du Soleil. Donc, on a toujours su que le Soleil tournait autour de lui-même et qu'il tournait plus rapidement à l'équateur qu'au pôle. Donc ça, on le sait depuis la nuit des temps, parce que justement, les taches solaires dont on avait parlé tout à l'heure, si on les observe donc au continu, on voit qu'elles se déplacent donc au niveau de la surface du Soleil, pas seulement donc en longitude, mais aussi en latitude. Donc si on les suit assez longtemps, on voit qu'elles ont tendance à s'approcher donc au niveau de. J'ai pas encore parlé de cycle solaire, mais je vais un peu anticiper les choses. Donc au début du cycle solaire, les taches solaires ont tendance à apparaître à haute latitude et elles migrent vers l'équateur en allant vers la fin du cycle. Et ça, on l'a su, donc on le sait depuis le début. Les observations continues débutent autour du XVIe, XVIIe siècle. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu constater l'apparition de ce cycle récurrent. Comme je vous l'ai dit, donc ça, on le sait depuis très longtemps. L'héliosismologie nous a permis de déceler le profil de cette rotation à l'intérieur même du Soleil. Donc, elle nous a permis de dire que la rotation reste différentielle. Ce qu'on appelle différentielle, c'est ce que je viens de vous expliquer. Elle est plus rapide à l'équateur qu'au pôle. Donc plus en augmentant en latitude, plus la vitesse de rotation diminue. Et donc voilà, l'héliosismologie nous a dit qu'il y a une couche du Soleil à l'intérieur, bien sûr, qui va rouler de la même façon, mais à un certain moment, ça va s'arrêter et le Soleil va tourner comme un corps solide avec une vitesse fixe. Très bien. Et c'est quoi la différence tout simplement avec la spectroscopie? Les astronomes ou astrophysiciens utilisent un arsenal de moyens, de théories, donc de simulations et même de l'IA, de tout ce que vous voulez, donc pour un petit peu déceler tout ça. Donc il y a un vecteur très important donc en astronomie qui est la lumière. Donc on se pose la question, donc comment on connaît la température ou les caractéristiques chimiques ou autres d'un objet céleste qui est très loin de nous. Donc en fait la lumière qui vient de ces astres, le Soleil ou autre. Donc si vous prenez un prisme,
Par exemple, une petite expérience, vous prenez un prisme, donc la lumière passe et elle est décomposée en couleurs. Cette expérience qui paraît peut-être toute simple est géniale. C'est un instrument formidable en physique, parce que si vous utilisez le même principe et que le spectre est suffisamment large, vous allez commencer à voir des bandes spectrales et des raies spectrales. Donc ces raies spectrales sont caractéristiques de transition quantique. Et donc ces raies spectrales nous informent sur l'état, donc la composition chimique, la température, les caractéristiques physiques, la pression, la densité, l'abondance des éléments chimiques. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on décèle en fait ce qui existe dans d'autres astres en fait. Pas que le Soleil, on peut faire le même exercice avec des astres qui sont à l'autre bout de l'univers. C'est comme ça d'ailleurs qu'on classifie les étoiles. Donc les étoiles, elles naissent dans des nuages et elles auront une masse au départ. Et c'est la masse initiale qui va définir un peu comment l'étoile va évoluer dans le temps. Donc l'étoile comme le Soleil, donc c'est une petite masse comparée à des géantes rouges. Non, pas géantes rouges, mais des grosses bleues. Là, c'est rien du tout en termes de masse. Ah, carrément. Oui, donc avec un petit calcul en physique, on démontre que plus l'étoile est grosse, plus elle va vivre moins longtemps. Elle s'auto-consume en fait. Exactement, quelque part. Voilà. Et en fait aussi, donc c'est par la spectroscopie et par la physique nucléaire, on sait comment elle va consumer son carburant. Et on sait par la physique que, par exemple, le fer est l'élément le plus stable dans le tableau de Mendeleïev. Et c'est uniquement les étoiles très très massives au départ qui arrivent à fabriquer du fer. Et ces étoiles finissent en général par exploser en supernova et finir en naine blanche. Ou en trou noir, exactement. Et non, les naines blanches, c'est plutôt les types Soleil, oui. Les autres, c'est les trous noirs. Et on sait par exemple pertinemment maintenant que l'argent, le cuivre, l'or, qui sont alignés dans le tableau de Mendeleïev, le cuivre en bas de l'argent, en bas de l'or, plutôt. On sait que c'est pas fabriqué par les étoiles, mais c'est fabriqué par une explosion d'étoiles, par une supernova. D'accord. Parce que la nucléosynthèse, elle est incapable de fabriquer ces éléments au-delà du fer, qui est l'élément le plus stable dans le tableau de Mendeleïev. Donc l'or et l'argent qu'on retrouve sur Terre, ça vient d'où en fait? C'est une étoile qui était très massive, qui a vécu très peu de temps et qui a explosé. Et les débris de cette étoile, sur ces débris, s'est formé le système solaire. Voilà. Une question, justement, en étudiant le Soleil, qu'est-ce qu'il a comme retombée sur le climat, notre climat? Parce qu'on parle de changement climatique. Est-ce qu'il y a de ces études en une minute? Ça, c'est une grande question de science, parce qu'il y a quelques années, il y avait un débat assez important sur le changement climatique. Et la question était, est-ce que le Soleil est en cause? Donc, puisque je n'ai qu'une minute, donc je veux dire que non. Mais je rassure nos auditeurs, on a une deuxième heure juste après. D'accord. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'études dans ce sens, pour essayer de déterminer l'influence du rayonnement de l'étoile qui est la nôtre sur le climat. Et donc en réalité, le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Voilà. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de cette passionnante conversation. À tout de suite. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi de 17h à 19h sur Radio Alger 3. C'est la Dream Team de l'astronomie et de l'astrophysique algérienne qui est avec nous pour cette deuxième partie de Médiatique. Il est 18h07. Reda Menassel vous parle derrière son micro avec son complice Lamine B derrière la vitre et notre chroniqueur Hatem Houssini. Nous sommes en présence du docteur Yassine Damarji, du docteur Semir Nait Amour, du docteur Lotfi Yiles Chaouch, du docteur Emel Zaatri et enfin, non des moindres, et il n'a pas encore pris la parole, mais on m'a promis qu'il allait se rattraper, le docteur Zinedine Bouyahyaoui. Alors, on avait posé une question en première partie d'émission sur la convergence, en fait, de vos deux spécialités respectives. Elle se situe où, docteur? Tout à fait. Donc,
Donc la modélisation, donc on parlait de la complémentarité des différentes entre la spectropolarimétrie et et l'héliosismologie. Voilà. Donc en fait, les différentes spécialités sont complémentaires. Il n'y a pas que ces deux-là. Donc il y a différentes spécialités qui sont complémentaires. Donc nous, ce qu'on fait, c'est en fait on essaie d'avoir un modèle de plus en plus complet pour répondre aux phénomènes qu'on voit sur le Soleil. Et donc ça demande un arsenal, bien sûr, de théories, d'observations, bien sûr, de simulations. Et donc on utilise tout ça. Donc on doit modéliser pour peut-être reproduire, pour voir. Pour comprendre, exactement, c'est ça le mot-clé. Pour comprendre, pour déceler. Et parfois la nature ne se laisse pas comprendre très facilement. Donc ça nous donne des challenges et c'est en continu. Donc l'approche en général en recherche, c'est qu'on ajoute une pierre à l'édifice. Et l'édifice n'est jamais complet. Donc chaque fois on avance un petit peu. Et donc après il y a des missions spatiales ou des observations qui montrent d'autres phénomènes et ainsi de suite. Donc pour comprendre de mieux en mieux, pour comprendre, c'est le mot. Plus on avance, plus il y a des questions ouvertes, voilà. Et en fait, Amel devait nous parler du réseau Gong. En fait, tout le monde peut participer parce que maintenant, il y a de plus en plus de data publique. Et comme Amel, tu peux enchaîner sur par exemple, le réseau Gong. En fait, pour observer le Soleil, il faut l'observer au continu. Donc on comprend très bien qu'à partir d'un seul endroit, on ne peut pas observer le Soleil puisqu'il se couche à une certaine heure. Donc on fait ce qu'on appelle, on installe ce qu'on appelle des réseaux d'observation, sur pratiquement tout le diamètre terrestre. On essaye de combler l'effet diurne en installant les instruments sur différents endroits du globe terrestre. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre le Soleil d'une façon continue. Et Gong, c'est l'un des premiers réseaux dédiés à l'héliosismologie qui était installé en 1995 et il a été mis à jour en 2001. Mine de rien, on a environ plus de 20 ans de données. Donc ça nous fait disons un cycle complet, une partie du cycle 23 et là on est déjà au cycle 25 du Soleil. C'est énorme comme données et je pense avec des capacités de calcul extraordinaires. Tout à fait, de stockage de données surtout. Et je pense que toute la splendeur de l'héliosismologie a pu avoir lieu grâce justement au développement des moyens de calcul en parallèle. Et oui. C'est des grilles de calcul. Tout à fait, et c'est surtout la quantité de données qui est extraordinaire, parce que si on arrive à comprendre un cycle solaire, on n'en avait pas parlé d'une façon assez explicite, mais un cycle solaire, c'est la variation, l'une des caractéristiques les plus connues du cycle solaire, c'est la variation du nombre de tâches sur un certain nombre d'années. Et ça varie, donc c'est un cycle d'environ 11 ans, parce qu'en fait, il change beaucoup, et encore une fois, la science ne sait pas pourquoi, et c'est l'une des questions aussi qui est posée en physique solaire. Pourquoi est-ce que le cycle n'arrive pas à garder une périodicité assez bien précise? On parle de 11 ans, mais par exemple, le cycle précédent était plus ou moins court. Il avait une fin de cycle très très calme comparée à d'autres. Donc on voit des choses qui ne se ressemblent pas entre un cycle et un autre. En fait, la science n'apporte pas de réponse, mais davantage de questions en fait. Et il y a des disciplines qui ont été initiées qu'en astronomie. Le problème par exemple que soulève Amel, le fait de pouvoir suivre le Soleil pendant 24 heures, ça s'appelle le problème de l'échantillonnage irrégulier en astronomie. Et en fait, vous trouvez dans la littérature le théorème de Shannon, blablabla, mais c'est pour des séries temporelles, tac, tac, c'est régulièrement échantillonné. Et c'est l'astronomie qui a apporté cette question de la série temporelle irrégulière. Et c'est une grosse thématique de recherche qui a été initiée donc par des astronomes. En parlant de ça, tu vas nous parler tout de suite, Yassine, des calculs astronomiques de très haute précision. Qu'est-ce Oui, donc c'est vraiment impressionnant maintenant de voir des missions spatiales aller se poser sur des astéroïdes, des noyaux de comètes. Donc il y a l'ESA, elle s'est posée sur la comète Chury en 2014, je crois.
Donc elle a orbité autour de la noyau de comète, puis elle a déposé donc un engin dessus, un robot. Les Américains en 2000, j'ai pas mes notes là, ils ont donc percuté un. En fait, voilà. Percuté. Oui, donc je voulais aborder ce truc. Il y a un phénomène vraiment très beau dans l'univers, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont périodiques. Et tu as abordé le truc de météo, donc là, ce qui a un problème avec la relation avec la météo. Il faut savoir que l'axe de rotation de la Terre, donc il fait ce qu'on appelle une précession. Et il est aussi périodique de 26 400 ans. Et on se demande est-ce que donc l'orientation de l'axe va jouer sur la météo. C'est une des questions, les périodes glaciales. Bon, moi je suis pas donc spécialiste, donc je vais pas en parler. Mais c'est impressionnant le nombre de phénomènes périodiques. La rotation de la Terre autour d'elle-même en 24 heures, la lunaison en 29 jours, point 52. C'est une précision d'horloger. Hein. Ouais, le nombre de phénomènes périodiques et voilà, donc les séries temporelles est régulièrement échantillonnées, ça a été initié par les astronomes pour trouver des phénomènes périodiques qu'on retrouve. Par exemple, on a des étoiles qui pulsent, elles font comme ça. Donc c'était c'était une dame, Henrietta Leavitt, qui a trouvé une relation entre l'étoile qui pulse comme ça et qui a une période avec donc sa quantité de lumière, la luminosité. Relation période luminosité qui est très connue. Et voilà. Et maintenant, donc j'ai dit la précision en navigation spatiale a atteint vraiment des niveaux, voilà. Et en fait, c'est malheureux qu'il y ait une partie encore de la population qui a par exemple, la Terre ne tourne pas ou des trucs comme ça. Alors, on en parlait hier lorsque on préparait l'émission tous les deux. J'ai installé TikTok depuis à peu près 6 mois pour voir ce que c'est, pour pas passer à côté de quelque chose. Et j'ai été frappé du nombre de complotistes, de platistes algériens organisés présents sur ce réseau social. C'est-à-dire qu'en 2024, il existe des dizaines de milliers, voire plus, d'Algériens qui croient mordicus que la Terre est plate. Oui, donc ça, j'ai enseigné l'année dernière à Babzouar, donc en Master 2, un cours d'astronomie générale. Et le premier truc que j'ai enseigné à mes étudiants, une preuve que la Terre tourne, vous prenez votre téléphone, vous montez la tête à 36 degrés, vous allez trouver l'étoile polaire dans la direction du nord, vous filmez, et vous allez voir que les étoiles forment un cercle autour de trucs. Et c'est donc soit tout l'univers qui tourne autour de la Terre, soit c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Donc il faut choisir. Et la solution la plus simple, c'est que la Terre tourne. Les calculs montrent ça. Il n'y a aucun problème. Aucune ambiguïté. Comment est-ce que les chercheurs comme vous font lorsque vous êtes face à une incrédulité pareille? Comment est-ce que vous arrivez à faire montre de pédagogie, de psychologie, d'expliquer calmement? Est-ce que ça sert à quelque chose au final? Ou alors, si la personne elle est convaincue, c'est ad vitam aeternam? Avec des étudiants, oui, ça sert. Après, je préfère ne pas discuter avec les gens qui sont déjà en leur conviction. J'évite d'en parler, quoi. Non, mais pourquoi je pose la question? Parce que certains platistes s'appuient sur de la pseudo-science. On se souvient du très connu, dont le nom m'échappe, il a construit une fusée dans son jardin. Tlafoura, il est mort. Non, par exemple, la sphérécité de la Terre, elle est connue depuis très longtemps. Par exemple, les anciens, regardez ce que disait Hamel, l'éclipse lunaire. Donc, c'est la Terre qui va mettre son ombre sur la Lune. Et quand l'ombre de la Terre, on voit très bien que c'est sphérique. Et donc, les gens savaient très, très bien que c'est sphérique, il n'y a pas de problème. Il y a même la fameuse expérience d'Ératosthène qui, grâce à son chameau, il a mesuré le rayon de la Terre. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas revenir en arrière. Maintenant, pour autre chose. Par exemple, l'expansion de l'univers. Ouais. Ça aussi, il y a des calculs qui doivent le démontrer. Comment vous y faites? Et d'ailleurs, c'est un religieux, c'est le maître qui était un religieux dans le catholicisme qui a fait abstraction de sa foi et qui a dit, voilà, oui, donc il y a eu un Big Bang parce que si on remonte le film en arrière, il y a eu une explosion, voilà. Docteur Hills, vous vouliez intervenir sur ça? Peut-être, oui. Donc vis-à-vis de l'expansion de l'univers, bien sûr. Donc
Bien sûr. Donc, Il paraîtrait, j'ai lu ça, mais je vais sans doute dire une bêtise, qu'il ralentirait, que cette expansion ralentirait. C'est vrai ou pas? Plutôt, Ça, on avait notre Delal, le spécialiste en Cosmo, qui allait venir. Oui. Mais en fait, au début, il y a eu une inflation. Donc, l'expansion allait en s'accélérant. Voilà. Et ça, c'est le début de l'univers. Maintenant, en fait, on essaie de mesurer, parce que les équations d'Einstein de relativité générale, ils ont ce qu'on appelle la constante cosmologique. Et selon comment on la met, l'évolution de l'univers, comment il est, change. Et tout le truc, l'entropie, Est-ce qu'on a une idée de la vitesse de cette expansion? Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, l'expansion, donc, c'est pas un mystère. Donc, si on pointe un télescope vers des galaxies lointaines, donc on voit que plus la galaxie est loin, plus elle s'éloigne de nous. Donc, il y a une expansion. Donc, c'est de là que vient. Ça, c'était la découverte de Monsieur Hubble. Donc, d'où le télescope qui a donné le nom du télescope. Donc partant de cette constatation, on s'est rendu compte que oui, il y a une inflation de l'univers après. Donc, la caractériser, donc il y avait un va-et-vient entre la théorie et ce qu'on observe, qui est de plus en plus pointu grâce à différentes missions. Très bien, on va s'intéresser maintenant à un autre point qu'on a brièvement abordé en première partie d'émission, mais ça va être l'occasion de donner la parole au docteur Bouyahyaoui qui va nous parler des fameux bolides. Il range son frein depuis tout à l'heure. Là, je sens que ça va être un live de 20 minutes non-stop. Ça va être comme un bolide, justement. Alors, c'est quoi un bolide? On va expliquer évidemment ça à nos auditeurs. Et pourquoi on étudie ça? Ça sert à quoi en fait? Ça sert à nous renseigner sur l'évolution de notre système solaire. Parmi d'autres thématiques sur les bolides. Donc, déjà, d'où ça vient? Les météores en général, parce que c'est comme ça qu'on les appelle quand elles pénètrent l'atmosphère. Donc, météore, c'est tout phénomène lumineux lié à une rentrée atmosphérique. Mais qui ne s'écrase pas. Voilà. Quand il s'écrase, on l'appelle météorite. C'est là qu'on récupère des fragments pour étudier justement leur provenance et leur origine. Maintenant, ces bolides, on dit bolide ou la boule de feu. Boule de feu. C'est joli, boule de feu. Oui, c'est poétique. Oui, c'est poétique. Ça fait Dragon Ball Z. Voilà. C'est justement de la quantité de lumière que ça dégage. Donc, plus ça a de vitesse, plus elle va se freiner. Friction. Voilà, au contact de l'atmosphère. Et plus elle descend, plus elle va freiner. Heureusement qu'on a ce bouclier atmosphérique qui repousse un peu la pression des grands objets. On peut dire bolide des phénomènes, par exemple, qui nous parviennent des débris spatiaux. C'est pas juste pour les météorites. Mais pour les météores, d'où ça vient, il faut savoir que pas loin de nous, pas loin de la Terre, il y a une ceinture qu'on appelle ceinture principale d'astéroïdes. Oui. Et souvent, il y a des collisions entre les astéroïdes. Et ça génère énormément de débris rocheux. Donc ces débris vont voyager, des fois ils vont croiser le chemin de la Terre. Et c'est comme ça qu'ils sont... Les dinosaures en savent quelque chose. Voilà. Donc en rencontrant ce champ gravitationnel terrestre, donne des fois un coup de pouce à ces météorites pour se rapprocher encore plus de l'atmosphère et d'y rentrer. Maintenant, c'est quoi l'intérêt d'étudier ce genre de phénomène? Il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt de savoir la provenance exacte de ces météorites. Est-ce qu'il va y avoir d'autres disons, rochers qui vont rentrer les années à venir? Parce que si on passe par un essai, par exemple, une zone où il y a des débris, il y a un risque que l'année prochaine... Donc, c'est le préventif. Il y a le deuxième aspect qui est l'étude même de la nature de la composition minéralogique. Voilà, exactement. Parce que ce genre de roches peuvent contenir ce qu'on appelle des métaux rares, des composants qui vont nous dire nous renseigner sur l'évolution même de notre système solaire. Voilà.
Très bien, c'est une plongée dans le temps. Voilà. Remonter dans le temps. Hatem. Justement, ces bolides, est-ce qu'il y a moyen de les détecter avant qu'ils ne rentrent dans notre... Voilà, c'est toute la question. Voilà. Donc à travers le monde... Surtout que Bruce Willis est un peu malade maintenant, donc comment on va faire sans lui? Eh ben, la première détection justement de météorites par instrument remonte à 1908. Donc en 1908, il y a eu un très grand bolide qui a percuté la Terre dans la région du Tunguska, je l'ai bien dit, oui, en Sibérie, et qui a dégagé une énergie équivalente à 10 mégatonnes de TNT. C'est vraiment énorme et ça a rasé une forêt entière. D'accord. Donc les premiers instruments qui ont vu ce phénomène, c'était des baromètres. Des baromètres, c'est comme des détecteurs d'ondes acoustiques. Donc c'est de là qu'on a commencé à penser et à dire que ce genre de phénomène, il dégage souvent du son. Donc on entend généralement la fragmentation dans l'atmosphère. Donc la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de mettre des micros. Il s'avère que les micros sont faits généralement pour des ondes qui ont des fréquences un peu hautes. Et ben il s'avère qu'il y a un autre type d'onde acoustique qui est inférieur à la limite du spectre auditif humain et qu'on appelle les infrasons. Et donc l'intérêt a été d'installer un réseau d'infrasons international pour percevoir ce genre de phénomène. Et ici en Algérie, depuis 2 ans on y travaille, on commence à installer les premiers instruments infrasons pour pouvoir détecter et localiser ce genre d'événements et pourquoi pas aller récupérer quelques fragments de l'histoire de notre univers. Ou une pépite, ou... Il faut dire aussi que tu vois aussi le signal en sismologie. Oui, en sismologie, on voit le signal, mais cette fois de la compression, c'est-à-dire d'une gamme de fréquences un peu plus élevée que les infrasons. Dire après l'impact. Voilà, on entend, mais on reçoit le signal pratiquement au même moment, donc à la vitesse acoustique qu'on connaît. Très bien. Ensuite, vers le projet Gaïa. Il nous reste à peu près 35 minutes d'émission. Le projet Gaïa, Dr Damalji, qu'est-ce que c'est? Alors, le principe de Gaïa, c'est... Alors, Gaïa, déesse de la Terre, voilà. L'exemple que je donne à mes étudiants, supposons qu'on fait des stats ici, on va dire, l'Algérie, il y a une femme sur... 8. Donc, il y a une femme sur 8. Qu'est-ce que tu vas me répondre, Reda? L'Algérie se comporte d'une femme pour 8 hommes. C'est quoi la réponse? Mais elle a un QI supérieur à nous tous autour de la table. Donc ça compense. Non, mais la bonne réponse, c'est que ton échantillon est tellement petit que voilà. Non, le calcul est très imprécis. Alors, le principe de Gaïa, c'est faire un relevé de maximum. Il faut juste tourner le micro, docteur. Voilà. Donc, Gaïa, son principe, c'est relever beaucoup de stats, observer le maximum d'étoiles avec le maximum de données. Jusqu'à ce que ça devienne pertinent. Pour avoir un grand échantillon, pour pouvoir dire des choses. Parce qu'en mathématiques, il y a la loi des grands nombres. Oui. Donc, plus l'échantillon est grand, plus on s'approche de la réalité. Donc, contrairement à ce que disait le professeur Raoult il y a quelques mois, mais bon, on avait discuté de ça en off. D'accord. Donc voilà, et Gaïa, donc il va observer beaucoup d'étoiles, et les étoiles, comme on a dit, c'est des trucs vivants, donc elles naissent, elles évoluent, puis elles meurent. Et comme il va observer beaucoup, donc il va les observer dans différents âges, puisqu'il observe beaucoup, d'accord? Et les étoiles ont des masses, comme on a dit, différentes, qui les font évoluer différemment, donc il va observer toute la gamme de l'évolution. Gaïa, c'est le meilleur compas pour mesurer les angles qui a existé sur Terre jusqu'à présent. Et donc, de manière pratique et pragmatique, puisque tu participes à ce projet, tu fais quoi au CRAG, au quotidien? Alors oui, donc je fais partie de ce consortium donc, de l'Agence spatiale européenne. Il y a 26 pays, je pense, européens qui y participent. Comme j'ai fait mon postdoc en Belgique, donc j'ai participé avec l'Université de Liège.
Et en rentrant en Algérie, je me suis rendu un peu indispensable, donc de trucs, c'était difficile pour En toute modestie. Voilà, Hein, voilà, bon, c'était marrant parce que en fait, c'est difficile de prendre le train en marche. Donc quand ça a Hadak, il vaut mieux qu'il garde la personne que reprendre quelqu'un ou qu'il connaît Bahar Maloul, voilà, bon, bref. Et donc, voilà, c'est 450 chercheurs organisés en ce qu'on appelle Coordination Unit, donc des groupes de coordination. C'est super bien organisé, il y a un respect des échéances. Ma cache, Inch'Allah, Inch'Allah, ça sent le vécu, ça. Voilà, tout, en fait, c'est bizarre, ça marche. Les échéances sont respectées. Vous collectez des données, c'est ça? Vous collectez. Oui, donc c'est un satellite qui, enfin, c'est pas un gros télescope, hein, donc c'est 1 mètre. Comme j'ai dit, c'est un compas. En fait, sa puissance, c'est mesurer les angles, c'est-à-dire les positions, ce qu'on appelle l'Arabia al-Mawaqi' al-Nujum. Et sa précision en angle, Machi va voir sa précision. Quand je te dis, Hadi, elle fait 10 cm, mais je peux me tromper d'1 millimètre. Il te donne un angle, il peut se tromper si tu mettais une pièce de monnaie sur la Lune. D'accord, quand vue même. de la Terre. C'est de la micro-arc-seconde. Ah, très bien. Donc l'arc seconde, c'est quoi l'arc seconde? Le degré, donc on a 360 degrés dans un cercle. Donc 1 degré, c'est 1 sur 360. Et l'arc seconde, c'est 1 sur 3600 de degrés. Et Hada, c'est le micro, c'est 10-6 arc seconde. Et l'intelligence artificielle et le big data ont évidemment un rôle à jouer dans ça. C'est sûr. Tout à fait, oui. Donc en fait, Gaia, donc ça s'organise en ce qu'on appelle data release. Donc à chaque 3 ans, 4 ans, ils font une sortie des données. Donc il y a eu la DR3 il y a en 2022. Mais en fait, c'était les données moyennes, si vous voulez. Donc on prend une étoile, on l'observe et on sort la moyenne. Le truc fabuleux qui va arriver en 2026, c'est le Data Release 4, où il y aura les époques data. Donc les data observées vraiment par temps. Et ça fait une quantité énorme de données. Et la toute dernière release en 2030, ça va être toutes les données toute la mission. Et ça va être l'équivalent de 44 000, je crois, DVD. J'ai vu une fois ça. 44 000 DVD. Donc c'est des pétabytes. Et pour faire une requête dans une base de données comme ça, il faut des ingénieurs informaticiens très brillants. Il faut des algorithmes performants aussi. En fait, oui, il faut, quand on réduit des données, il faut pas faire un truc qui passe 1 heure sur un truc qu'on peut faire en quelques heureusement secondes. que les ordinateurs quantiques arrivent. Hein. Oui, non, mais c'est pas... En fait, la puissance de calcul, maintenant, c'est fait en rajoutant des ordinateurs. C'est un maillage d'ordinateurs. La salle de calcul, l'accélérateur à Genève, la salle de calcul, le CERN, voilà. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde, il me semble. Ouais, voilà. c'est impressionnant la salle de calcul. Ouais. Et ce qui est donc le problème, c'est la consommation électrique d'ailleurs, parce qu'il faut mettre des climatiseurs, il faut et là on a eu quelqu'un du CNES, donc de Toulouse. On a un problème maintenant d'alimentation électrique parce que les disques durs, les machins, ça devient un gros problème. Et ils préfèrent recalculer certaines datas intermédiaires que de les stocker, de les mettre en disque qui tournent tout le temps et qui risquent de casser. Oui. Donc, par rapport à l'environnement et tout. Donc, on essaie de minimiser. Donc, par exemple, le CNES, il a son générateur Tma. Ça devient... C'est des grilles de calcul. Oui, c'est des grilles de calcul. Ils sous-traitent, bien sûr. Donc, il y a toujours, à la Berthe, comme Toulouse, c'est impressionnant parce qu'il y a toutes les startups à côté qui déroulent l'installation de tes machines. Ils viennent à la maintenance, enfin tout ça, c'est bien organisé. Ouais. Et voilà, donc Gaia, la DR3 qui m'a dit, il y a eu 1,8 milliard d'étoiles. Et tu me disais en off qu'on découvrait encore de très très jolies choses. Oui, donc il y a 15 jours, on a eu, donc le monsieur nous a été gentil, nous a fait une présentation au CRAG par visioconférence. Il est de Medan, il travaille donc, je travaille avec lui à Gaia, et la dernière découverte, c'est le trou noir dormant, donc un truc impressionnant, qu'on voit indirectement. Grâce à l'étoile double dont tu parles. Exactement. Alors, donc, on va d'abord expliquer à nos auditeurs, c'est quoi une étoile double? Donc, un système double, c'est, comme j'ai dit, les lois de la physique nous disent que c'est un système donc très stable dynamiquement, périodique,
Donc, il a un truc périodique. C'est géré par les lois d'un monsieur qui s'appelle Kepler. Et voilà. Et en étudiant la variation, comme c'est un trou noir, donc la lumière peut pas en sortir. Alors, on explique d'abord aux auditeurs. Ce sont deux étoiles qui tournent. Ouais, quand il y a deux étoiles doubles, voilà, par la gravitation, et c'est périodique. Ici, dans ce cas, c'est un système binaire, mais une composante est un trou noir et l'autre, c'était une géante, une étoile très géante. Donc, un soleil, quand il évolue, il devient géant. Et quand on calcule, en fait, on s'est démontré quelle est la masse minimale du compagnon qu'on ne voit pas. Pour permettre ce mouvement, voilà. Voilà, quand on calcule la masse minimale, la seule truc, c'était 33 masses solaires, ça ne peut être qu'un trou noir. Donc la spécificité... Alors, le trou noir, c'est une étoile qui s'écrase sur elle-même. Exactement, donc c'est une étoile, comme on a dit tout à l'heure, une étoile très massive au début et qui s'effondre après avoir consumé, donc fabriqué du fer. Là, ça ne peut plus rien fabriquer, donc la gravitation ne peut plus être retenue par l'équilibre donc hydrostatique et elle s'effondre. Et puis, le fait de s'effondrer va générer une onde de choc qui va la faire exploser en supernova. Et ce qui reste à l'intérieur, ça va être un trou noir. Voilà, comme j'ai dit, donc le trou noir est sympathique à l'âge parce que ce qu'on appelle, il est dormant. Il est sympathique. Il est dormant. Il est dormant parce qu'on ne le voit ni en X, ni... Parce qu'en général, les trous noirs bouffent la matière de leurs compagnons. Mais alors, ils sont tellement loin que... Il vit sa vie, en fait, sans... Exactement, voilà. Et donc, sinon, les autres systèmes, on les voit en X, consommer ou consumer la matière de leurs compagnons et ça forme des disques d'accrétion et voilà. Gaïa, c'est une carte 3 dimensions de notre galaxie. Notre galaxie, on estime à 300 milliards d'étoiles. Gaïa n'observe qu'1,8 milliard. Ce qui est déjà pas mal, voilà. Oui, parce qu'en fait, on est dans une galaxie. Comme on a dit, les lois de Kepler nous disent que les systèmes gravitationnels se forment dans un plan, vers la conservation du moment cinétique. Oui. Et donc, on est dans le plan, et dans le plan, il y a beaucoup de poussière. Donc, dans le visible, la poussière nous empêche de voir derrière. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'autre fait, en physique, les missions spatiales sont complémentaires parce que, par exemple, la poussière, elle devient transparente dans un autre domaine de lumière. Donc c'est pour ça que les missions spatiales sont complémentaires et par exemple Gaïa, il ne va pas être reproduit par la NASA. Gaïa, c'est l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Hein. Donc en fait les différentes agences essayent de se focaliser sans se marcher sur les pieds. Voilà, exactement. Sinon en fait c'est de la perte d'argent. Et les Européens maintenant sont spécialisés dans la science de la position, ce qu'on appelle l'astrométrie, donc ils sont devenus très forts. D'ailleurs, les différentes agences jouent le jeu maintenant, parce que je sais que pendant les années 60-70, il y avait une forte rivalité entre les différentes agences, les Chinois, les Américains, les Russes. Il y a toujours cette rivalité. Ah, ça existe encore. Mais Mark Krotlek, par exemple, Gaïa, il va pas être reproduit par les Américains. Les Américains ont dernièrement lancé le James Webb Space Telescope, JWST, qui est le remplaçant de Hubble. Mais qui va pas faire comme Gaïa. Gaïa, il regarde dans le visible. Donc, je te vois dans le domaine visible. Gaïa, JWST, regarde dans l'infrarouge, allège l'infrarouge. Alors, l'infrarouge, parce que, en fait, il y a, si tu te rappelles de tes cours de chimie, il y a la série de Balmer. Dans l'atome d'hydrogène. Et il y a la raie Lyman alpha, donc la série de Lyman, la première radique, qui est la transition. Restez amis auditeurs, ça va être passionnant. Ça va être passionnant, voilà. Je vous le promets. Donc il y a la raie Lyman alpha qui, grâce à l'expansion de l'univers, va être ce qu'on appelle redshifté. Parce que, en fait, le photon, quand il est émis par un truc très loin, et comme l'univers, pendant son voyage, l'univers a subi l'expansion. Donc en fait, l'expansion, c'est quoi? C'est le double décimètre qui change. D'accord. C'est vraiment l'espace-temps qui change. Donc en fait, même la longueur d'onde de ce photon va s'étendre. Et donc il va devenir rouge. Il va devenir rouge. On dit pour rigoler, il s'est fatigué pendant le voyage, mais en fait c'est sa longueur d'onde qui s'est allongée. Et donc s'il a été émis par Lyman alpha, il va devenir dans l'infrarouge. Et ça nous permet donc de voir des objets très loin. Trou noir sympathique, photon fatigué.
On s'amuse dans la recherche. Voilà, en fait, il y a... C'est une autre vie. Hein. Pardon? C'est une autre vie. Hein. Oui, en fait, parce que le gros problème, c'est les questions qui sont ouvertes, dont je ne suis pas spécialiste. C'est la masse qui manque à des. Parce qu'on a vu, il manque beaucoup de masse. Dans la matière noire serait une explication. On aurait aimé avoir Delal avec nous pour nous en parler. Qui est notre spécialiste en cosmologie. Voilà. C'est ça. Et en fait, les trous noirs à dos dormants, par exemple, c'est un très bon candidat qui manque dans le calcul. Et donc, c'est en étudiant. Il y a l'autre truc, c'est les naines brunes. Donc, je vais en parler tout de suite. Les naines brunes. Vous connaissez les naines blanches, mais les naines brunes, c'est une première. C'est juste au-dessus de Jupiter. Elle commence à brûler du deutérium, c'est ça. Parce que Jupiter, par exemple, c'est une planète. Parce que sa masse ne lui permet pas de commencer à faire... C'est la plus grande du système solaire. Exactement. Sa masse ne lui permet pas... En fait, comme la masse, elle génère de la gravité, l'énergie gravitationnelle au centre, avec l'énergie ne permet pas de commencer à allumer l'hydrogène. Ah, d'accord. C'est accaparé par... Voilà, la naine brune, elle commence à allumer, mais chez l'hydrogène, mais le deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, d'accord? Et on ne les voit pas parce qu'elles sont trop faibles, elles n'émettent pas trop de lumière, mais donc ça peut être des candidats à la masse qui manque. Ah. D'accord? Donc il y en a peut-être tellement... que manage hasbinhom, mais que voilà. C'est un jeu de détective presque. Hein. Exactement. Et donc, où est passée la matière perdue de l'univers? Voilà. Et donc, on ne sait pas de la matière noire. Est-ce que c'est vraiment des objets comme on les entend, ou là c'est vraiment une matière? Parce qu'en fait, la théorie dit qu'elle est un peu dans le halo de la galaxie, le halo, c'est-à-dire le machine dans le disque, mais un peu dans la périphérie de la galaxie. Voilà, donc avec mon étudiante Amina j'avais... Qui fait des choses extraordinaires, notamment avec l'exoplanète. Voilà, donc exactement. Donc on a parlé tout à l'heure de 330 000 fois la masse de la Terre. Donc la Terre, en fait, il faut savoir que n'importe quel objet, la Terre, elle est 330 000 fois moins massive que le Soleil, mais elle le fait bouger. Elle le fait bouger, la gravité de la Terre influe. Parce que c'est un système qui est donc système dynamique où le Soleil est influencé par la Terre. Donc il a un petit mouvement qui est généré par le couple Terre-Soleil. Et c'est ça le principe des exoplanètes détectées en vitesse radiale. Donc on va essayer de voir la Alors une exoplanète, c'est une planète qui est à l'extérieur du système solaire. Ouais, et donc elle va perturber gravitationnellement son étoile. Enfin, mais perturber. Elles sont en couple, elles tournent autour d'un centre de masse, on appelle ça en physique. Et le mouvement de la planète est très grand, ça le mouvement de l'étoile est tout petit. Et comme la planète, on ne la voit pas, on voit l'étoile, mais on la voit varier. On déduit que... Et ça, c'est le premier prix Nobel. Donc, c'était en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, professeur Michel Mayor, qui a pris le risque donc d'entamer cette recherche. Et que ça a payé. Donc, il avait mesuré la première exoplanète en vitesse radiale. Pourquoi le risque? Parce que, en fait, c'était farfelu pour les gens. C'était pas... Ouais. Il n'a pas été pris au sérieux. Il n'a pas été pris. Il paraît qu'il a même menti sur son sujet de recherche et il a fini par payer. Et donc voilà. Maintenant, en fait, il a eu le prix Nobel parce que ça a lancé un énorme domaine de recherche. La recherche des exoplanètes, maintenant, c'est vraiment très à la mode. Maintenant, même les trous noirs, c'est encore plus à la mode. Parce qu'on cherche évidemment une planète identique à la Terre et potentiellement habitable. Un collègue m'a dit, ouais, les exoplanètes c'est has-been, maintenant c'est les trous noirs. C'est vrai que... voilà. Voilà, donc... Ouais, voilà. Voilà, passionnant professeur Damalji. Il nous reste à peu près 20 minutes d'émission. Là, on va s'intéresser au scoop qu'on avait annoncé en première partie de l'émission. On parlait hier en off en préparant l'émission, Yassine, des passerelles. Pour l'instant, pas trop existantes entre le monde universitaire et les centres de recherche. Là, ça va changer à partir de la prochaine rentrée. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui se dévoue pour nous raconter ce fameux Master 2024-2026 à l'USTHP. Ouais, donc hier, j'ai demandé quand même l'autorisation d'en parler, qu'il font parler au conditionnel. Ah ouais. Alors, on va mettre ainsi, on va mettre d'énormes guillemets, et voilà. Surtout, on l'espère, on le souhaite bien fort. Parce qu'en fait, ça a été soumis au ministère de la Recherche et ce n'est pas encore approuvé. Mais Inch'Allah, il démarrera donc en septembre 2024. On avait posé la question en début d'émission au professeur Naït Amour, pourquoi il y avait cette espèce de
cadenassage, hein, chacun restait un peu dans sa chapelle, les centres de recherche Wahadom, les universités, etc. Ben voilà, ça serait peut-être l'occasion de jeter des passerelles et ça pourrait susciter des vocations, ça pourrait renforcer vos rangs en tant que chercheur, ça pourrait géopolitiquement, il y a aussi un coup à jouer, etc. dans la course à la science. Pourquoi ça se fait? Pourquoi ça prend autant de temps? En fait, peut-être, mais j'ai pas cité Sofiane Aoudia, par exemple, à Béjaïa. Oui. Il a déjà 3 docteurs, il arrive à faire du boulot. Donc, lui, il est spécialiste en ondes gravitationnelles. Donc, peut-être on n'a pas parlé de ça. C'est un truc. Bon, il a fait les super consortiums d'ondes gravitationnelles. Maintenant, il a formé 3 docteurs. Donc, peut-être dans les autres wilayas, à l'université, c'est plus facile. Alger, bon, peut-être Mazel Chouia, mais Inch'Allah, avec ce master, ça va démarrer. Ça va être un master professionnalisant. Oui. C'est-à-dire qu'on va former des jeunes et on va leur enseigner des modules intéressants qui vont leur permettre de travailler même hors astronomie. Par exemple, il y aura un cours d'intelligence artificielle assuré par nos collègues de l'INSIA. Et une fois qu'il a dans son CV, j'ai étudié l'intelligence artificielle, il peut trouver du travail et même ailleurs. Voilà. Docteur Oubouihewi, vous vouliez intervenir? Ce qu'a dit mon collègue Madame Zaatri, il faut s'ouvrir aussi aux autres spécialités. Il faut de la pluridisciplinarité pour faire une science. Donc, et l'astronomie a besoin de beaucoup d'autres domaines pour vraiment avoir un noyau solide. Donc, pas seulement la formation en astrophysique, mais plutôt s'ouvrir à tout ce qui est d'actualité pour faire de la science. Donc, l'analyse de data, par exemple, l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Et ça, on y arrive comment, justement? C'est entre chercheurs, c'est des initiatives personnelles? Ou alors c'est un niveau de management au niveau des États, au niveau des ministères? Cette dynamique, on la crée comment, en fait? De bas en haut, de haut en bas. En tant que scientifique, on a tous recours à des data, des fois à des simulations, on requiert un certain savoir qui nous prendrait peut-être des années pour maîtriser. Donc, avoir une personne qui est spécialiste en la matière, ça va nous raccourcir vraiment les temps d'aboutissement. Donc, très bien. Docteur Zaatri, vous vouliez intervenir? Oui, alors concernant ce volet, moi je pense qu'on s'est posé tellement de questions sur combien de temps là. On a un petit quart d'heure. Donc vous pouvez imaginer le nombre de questions ouvertes en astronomie et en astrophysique qu'il y a actuellement. Et on l'a relevé à maintes reprises. Plus on fait de la recherche et plus on se questionne sur de nouveaux phénomènes, des choses que l'on ne comprend pas, etc. Et je pense que l'astronomie doit se faire en communauté. Elle se fait en communauté. C'est plus l'adage d'un seul scientifique. Avant, les astronomes s'enfermaient dans leur coupole, ils regardaient les étoiles et ils rapportaient ça sur leur calepin, mais c'est plus le cas actuellement. On a besoin de beaucoup de personnes pour travailler dessus. On a besoin carrément de consortia, comme avait mentionné Yessine. Je pense que les merveilles qui se font dans Gaïa, c'est pas l'adage d'un seul scientifique, c'est vraiment le travail de groupe. Donc, qui fait que l'on arrive à faire toutes ces trouvailles, à comprendre l'univers dans son ensemble. Et je pense que c'est vraiment un grand gap en Algérie que de ne pas avoir l'astronomie dans les enceintes d'enseignement supérieur. Je vous donne un petit exemple. J'ai créé un groupe Facebook en 2010, je pense. D'accord. Ou un peu plus tard, peut-être, je ne me rappelle plus. Donc, que j'ai prénommé d'ailleurs Astronomie en Algérie. Donc, un peu, disons 14 ans environ. Là, on en est à 6000 personnes, voilà, sur 14 ans. Donc, la question qui se répète à chaque fois, c'est comment est-ce que je peux étudier l'astronomie en Algérie ? Et là, on tâtonne pour répondre. Donc, la volonté de faire des études en astronomie y est, par les jeunes donc bacheliers, par exemple, ou les personnes qui font licence et veulent continuer par la suite. Mais les embûches sont là. Les jeunes ne peuvent pas
étudier cette discipline qui est très basique et qui est omniprésente dans toutes les universités du monde. D'ailleurs, prenons l'exemple des États-Unis, on ne trouve pas une université sans institut ou faculté, appelez-le comme vous voulez, d'astronomie. C'est carrément, ça relève du prestige de l'université que d'avoir de l'astronomie dans ses spécialités. Et là, c'est vrai que c'est carrément un manque désolant, je dirais, pour l'enseignement supérieur que de ne pas avoir l'astronomie dans les spécialités enseignées en Algérie. Rien ne nous en empêche parce qu'on avait parlé de son aspect pluridisciplinaire. Donc, il suffit justement d'allier physiciens, mathématiciens, informaticiens, etc. pour faire un chimiste, biologiste, etc. En faire des géologues aussi parce qu'il y a carrément la planétologie qui relève des mêmes aspects que donc faire un beau cursus comme ça, pluridisciplinaire, pour initier un peu la formation en astronomie en Algérie. Vous y croyez? Vous êtes optimiste? Je l'espère profondément en tout cas, parce que c'est une science qui fait rêver tout le monde, comme on l'avait dit tout au début, et je pense qu'il y a quand même des pépites, comme on l'a dit en Algérie, qui voudraient faire ça et qui en sont capables. Donc pourquoi on n'est pas pas moins con qu'ailleurs. Là, nos jeunes il y a des jeunes très brillants. J'ai le chef département de l'USTHB physique rayonnement, il m'a dit aux inscriptions, tout le monde demande est-ce qu'il y a astronomie dans la formation physique. Il disait non. Donc beaucoup étaient déçus. Il y a de la demande, il y a des gens, des pépites comme a dit Amel. Il y a des chercheurs comme vous qui êtes prêts à enseigner sans aucun souci. Oui, voilà donc. Pardon, à un moment donné, il y avait des clubs astronomie dans les Sirius universités, notamment, etc. Est-ce que ce mouvement continue ou bien il est... Personnellement, mon expérience, oui, à l'étranger, j'avais un directeur de thèse qui était, il avait la double formation professionnelle et astronome, il était très très bon. Et c'est vrai que l'astronomie amateur, les clubs, donc ça apporte beaucoup. Vraiment, ça manque, il faut le... Docteur Naïtamr. Bon, juste pour rajouter un mot sur l'importance d'avoir des candidats, que ce soit des chercheurs ou bien des étudiants. D'accord. L'exemple est simple. À l'échelle du laboratoire, quand on réalise une expérience, c'est nous qui conditionnons l'environnement. Donc, je veux mesurer tel paramètre, donc je conditionne l'expérience pour avoir ou bien pour observer ce que je veux. Par contre, l'univers ou bien la Terre, etc., c'est un laboratoire qu'on ne peut pas fixer les conditions. D'accord ? Donc c'est un laboratoire qui est ouvert. Et donc ça nécessite plus de personnes, plus de chercheurs, d'étudiants pour pouvoir travailler. Chacun prend une thématique précise pour essayer de comprendre un certain phénomène. Et le travail de l'ensemble, et bien sûr, il va nous apporter ou bien nous éclaircir sur ce qui se passe au-dessous de nous. Allez. Même question, docteur Gilles Chouch. Bien sûr, donc je pense que... Tout à fait. Donc ce ne serait qu'une chose naturelle en fait d'avoir des formations d'astronomie en Algérie. Et pourquoi pas, on n'est pas moins que d'autres pays. Et donc la passerelle n'existe pas, ou ponctuellement peut-être, et peut-être pour des raisons de nombre de personnel, voilà. Peut-être. Mais je pense que les bonnes volontés pourront faire bouger les choses, je pense. Je pense que tout le monde a une idée positive de la question. Et après, peut-être c'est une question de s'organiser, peut-être. Pour faire le premier pas, et le reste suivra. Justement, dans le même ordre d'idée. Tu as été enseignant aussi, d'ailleurs, donc tu comprends un peu toutes ces problématiques académiques. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de start-up. Est-ce que justement le mouvement start-up qu'on a chez nous en Algérie aujourd'hui, pourquoi il ne prend pas en charge des thématiques comme celle-là? Et la rentabilité. Rentabilité. Le propre d'une start-up, c'est de générer de l'argent aussi. Justement, voilà. Et générer de l'argent, c'est pour sous-traiter, justement, avec de grands projets comme Gaïa. C'est-à-dire, si on peut se placer dans un contexte international et lancer des start-up qui peuvent ensuite être partie prenante de grands projets. Et là, je pense que ça... Parce qu'à un moment donné, dans la recherche et le développement,
il y a un niveau, parce que là, la science que vous êtes en train de traiter, c'est une science qui n'est pas trop appliquée, mais c'est beaucoup plus de la science fondamentale, voilà. Mais mais heureusement qu'il y a de grands projets, de grands demandeurs, comme aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui eux, ont des besoins très spécifiques dans ce sens. Les rovers, les fusées, etc. Aujourd'hui, on parle de voyage et de voyage dans l'espace, et ça demande tout un ensemble donc de travaux qui doivent converger. Je pense qu'on parle de Gaïa, mais en réalité, si vous comptez le nombre de missions spatiales qui sont dédiées à chaque objet, donc il y a énormément de missions. Juste pour le solaire, je citerai SDO, peut-être INOD, Sunrise, Solar Orbiter, Parker Probe, c'est juste pour le Soleil. Donc pour la Planéto dont on n'a pas trop parlé, il y en a encore d'autres. Pour la physique galactique, il y en a encore d'autres. Pour les grandes questions, parce qu'en fait l'objet à étudier, c'est l'univers. Donc il y a tellement d'objets différents. Donc et le nombre d'objets est grand et la diversité des objets est là. Et donc, il y a énormément de missions, peut-être qui pourraient, dans le sens de votre question, donc générer énormément de besoins, de demandes. D'ailleurs, il y a beaucoup de développements technologiques qui se sont faits grâce à ces missions. Donc, les missions créent un écosystème demandeur de savoir-faire. Donc, on développe... J'ai une problématique, il faut que je trouve une solution. Voilà. Qu'est-ce que je fais? On développe des composants électroniques, on développe des matériaux, on développe des matériaux plus légers, on développe des savoir-faire. On développe un écosystème qui est énorme tout autour de ça. Donc c'est aux startups peut-être de trouver leur chemin. Je ne suis pas un expert dans ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la diversité des missions peut créer en fait le besoin donc, qui est là, qui peut être le moteur de la startup. Docteur Bouyahiwi. Dans le même cheminement de pensée, je vais dire, quel est l'intérêt des grands pays à dépenser autant d'argent pour les missions spatiales? S'il n'y avait pas d'intérêt, on ne dépenserait pas autant d'argent. C'est-à-dire qu'au-delà des questions philosophiques ou religieuses, l'avenir de la race humaine, etc., il y a aussi évidemment du matériel, du pécunier. Voilà. Donc la conquête de l'espace, c'est en quelque sorte la maîtrise un peu de la science. Voilà. Et le mot de la fin revient au docteur Damerji sur 2 minutes. Oui, en fait, je t'avais parlé hier d'un projet qui me tient à cœur, qui pourrait être installé dans toutes les écoles. C'est projeter, par exemple, l'image du soleil sur un mur, un simple mur blanc. Et comme Amel, j'ai vu dans les slides de Amel, Galilée qui dessinait les taches solaires à la main. Donc, si on mettait un écran blanc et on projetait le soleil, les écoliers venaient voir donc les taches solaires. Le lendemain, ils les voient en train de bouger. Ils sauront que le soleil tourne autour de lui-même. Donc, on combattra comme ça très facilement le charlatanisme, le truc dans la société. C'est un truc très facile. Bon, il faut un peu l'implication des roboticiens, parce qu'en fait, le soleil, il tourne donc il faut qu'il mette le rotor à la parabole. Donc, il faut mettre un truc qui le suit et projeter. Je voulais proposer ça comme un sujet, la MIFET dans le master. Malheureusement, ça n'a pas été pris, mais je vais le faire. Inch'Allah, on va essayer de le mettre dans les écoles, le proposer aux écoles. Ça s'appelle l'héliostat. Et ça permet c'est facile à faire et ça suscite des vocations chez les enfants, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir illuminé la voie lactée de cette émission. Franchement, c'était un pur plaisir de vous recevoir. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Merci Hatem, merci Elamine B derrière la vitre, merci Mouni. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.